Bonsoir à tous. Église du Monde revient à la situation en Birmanie, traduite en décembre devant la Cour pénale internationale pour génocide contre les Rohingyas. On en parlera avec notre invitée Sophie Brondel, coordinatrice d'Info Birmanie, une association d'information et de défense des droits de l'homme en Birmanie. Et puis dans le reste de l'actu, vous le savez, le diocèse de Constantine en Algérie a un nouvel évêque, Monseigneur Nicolas Lernoux. Il s'apprête à quitter la Tunisie où il a passé une vingtaine d'années. Vous entendrez son témoignage sur cette petite église du Maghreb. Mais revenons tout d'abord à la Birmanie avec quelques repères. La Birmanie est un pays d'Asie du Sud-Est. Elle est bordée par le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. Elle compte environ 53 millions d'habitants. Sur le plan religieux, le bouddhisme est majoritaire, autour de 88%. Les chrétiens représentent environ 6% de la population, dont 1% de catholiques. L'islam, 4,3%. L'animisme, un peu moins d'1%, et l'hindouisme, 0,5%. En 2011, après 50 ans de junte militaire, la Birmanie a vécu des changements politiques inattendus, des changements porteurs d'espoir, mais le chemin vers plus de démocratie est chaotique. Le pays reste enlisé dans des conflits entre le pouvoir central et des minorités ethniques. La constitution de Birmanie reconnaît 135 ethnies, mais ces peuples ont du mal à s'unir pour former une nation. Les conflits ethniques et religieux sont fréquents et les minorités en souffrent. On l'a vu en 2017 avec le drame des Rohingyas, minorité musulmane, apatride. Des centaines de milliers de Rohingyas ont fui vers le Bangladesh face aux attaques de l'armée birmane. Mais ces conflits touchent aussi des chrétiens, comme les Kachin qui vivent dans le nord du pays. On en parle tout de suite avec notre invité. Sophie Brondel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Vous êtes coordinatrice d'Info Birmanie, une association d'information de défense des droits de l'homme dans ce pays, qui alerte aussi les pouvoirs publics, qui fait du plaidoyer. Alors, on va parler avec vous bien sûr, de la situation des chrétiens que nous suivons, nous, sur KTO depuis pas mal d'années, et plus largement aussi de ce que devient la Birmanie. On a un peu moins de nouvelles ces temps-ci. Après les changements politiques de 2011, on en a reparlé de la Birmanie quand même dans l'actualité mi-décembre. C'était avec le procès de ce pays accusé de génocide contre les Rohingyas, un procès qui s'est ouvert devant la Cour internationale de justice à La Haye. La requête a été lancée à l'initiative de la Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les audiences, elles se sont déroulées du 10 au 12 décembre. Alors peut-être une première question pour comprendre un peu cette mécanique. En quoi la Birmanie intéresse tout d'abord la Gambie et cette coalition d'États ? Oui, alors ça c'est une question effectivement qui revient souvent. Pourquoi la Gambie ? Ça fait plusieurs mois maintenant que les discussions sont en cours au sein de l'organisation de la conférence islamique. Il y a certains États membres de cette coopération qui sont très mobilisés sur la question des Rohingyas. Mais pour reprendre en fait ce qui est souvent évoqué, on dit que la Gambie est mandatée par cette organisation internationale, alors qu'en fait la Gambie porte cette initiative, même si c'est en lien. Oui. Et là en fait il faut revenir sur le parcours individuel du ministre de la Justice gambien, qui est un ancien procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui s'est rendu dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh et qui a été absolument bouleversé par tous les témoignages qu'il a pu entendre. Et en fait, c'est lui qui a porté l'initiative de son pays et qui la porte très fortement. Et là, je voudrais aussi préciser, parce qu'on entend des fois en fait que c'est une défense un peu communautaire, en fait, que les musulmans défendent les musulmans. Et en fait, quand on entend ce ministre et quand on voit la démarche de la Gambie, en fait, elle est faite au nom de l'humanité tout entière, puisqu'on parle des crimes les plus graves. Et donc, c'est une démarche qui vise à ce que les Rohingyas puissent obtenir justice. Et donc cet homme, effectivement, la porte à titre individuel et maintenant son pays sur la scène internationale de façon très forte et inédite. Alors, l'ONU avait parlé, il y a un moment de cela, effectivement, de génocide, avait posé ces mots-là après l'envoi d'une délégation
au Bangladesh. Dites-nous un peu, est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui ce qui s'est passé en Birmanie de génocide? Alors sur le terme de génocide, quand il y a eu la crise de 2017, donc, qui a été médiatisée, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention, et des ONG en fait qui ont commencé à documenter la situation, et on a très rapidement, y compris des hommes politiques et y compris notre président Emmanuel Macron, qualifié les événements de nettoyage ethnique. Donc les termes étaient d'emblée assez forts. Le terme de génocide est venu ultérieurement, d'abord au sein d'ONG de défense des droits de l'homme, c'est l'ONG Fortify Rights qui a commencé à employer ce terme, qui a publié un rapport. Et ensuite, c'est les enquêteurs de l'ONU, comme vous l'indiquez, avec la mission d'établissement des faits, qui a commencé à enquêter sur la situation, alors notamment des Rohingyas, qui n'a pas tout de suite utilisé ce terme. Mais ce terme, en fait, il apparaît dans le dernier rapport des enquêteurs de l'ONU, qui a été publié en septembre 2019, et qui parle d'éléments caractérisant l'intention génocidaire de l'État birman. Alors c'est vrai que la qualification de génocide, c'est une notion juridique, c'est très technique, puisque en fait ça vise certains crimes quand ils sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un peuple. Et donc ce terme maintenant, il est dans les rapports, il est aussi dans la requête de la Gambie, et bien sûr maintenant il appartient à la Cour internationale de justice de qualifier. Et c'est vrai que c'est un débat aussi très juridique, mais ce que j'aimerais dire par rapport à cette qualification aussi, c'est que à terme, quelle que soit la qualification, les crimes sont documentés, ils sont reconnus. Donc après, c'est une question de qualification et donc pas du tout de remise en cause en fait des crimes qui ont été subis par les Rohingyas, mais il reste à qualifier effectivement. Est-ce que c'est un génocide? Et ça, la Cour va le qualifier juridiquement. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'on a une estimation sur le nombre de victimes? Le nombre de victimes, oui. Dans le dernier rapport de l'ONU, on parle d'au moins 10 000 morts. 10 000 morts, donc lors de cet exode de 2017, 10 000 morts, des centaines de villages détruits et des milliers de femmes violées. Enfin, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et le viol, en fait, participe aussi de cette qualification génocidaire. C'est qu'il est mené à une telle échelle qu'en fait, il caractérise la volonté de destruction des Rohingyas par l'armée birmane. Donc voilà, d'où la qualification aussi d'État génocidaire. Alors c'est aussi autre élément sur lequel on va se pencher un peu, c'est Aung San Suu Kyi qui a souhaité représenter son pays, qui s'est rendue elle-même à La Haye, et voilà, quelle était sa stratégie, comment tout ça s'est mis en place? Alors c'est vrai que sa décision de se rendre personnellement à La Haye a surpris certains et d'autres non. Il y a différents paramètres, même si après on n'est pas non plus il faudrait lui demander quelles sont les raisons pour lesquelles elle s'est rendue à La Haye personnellement, mais on pense que d'abord il y a les élections en fait qui approchent, les élections générales de 2020, et on voit bien très concrètement que le fait qu'elle se rende à La Haye, elle a positionné le débat sur le fait de dire que la Birmanie en fait devait défendre ses intérêts nationaux, comme si elle était attaquée en fait par la communauté internationale ou la Gambie, et donc il s'agissait de défendre l'État birman. Et en se positionnant de cette façon dans ce procès, en fait, elle remobilise un peu les foules, sachant que la LND reste populaire et reste sans doute très majoritairement soutenue par la majorité bamar du pays, mais quand même perd de certains de ses soutiens. Et donc là, on voit que c'est un axe de campagne en fait, d'aller défendre en personne. Voilà. Et en même temps, d'autres diront qu'elle est partie à La Haye pour se poser dans ces négociations avec l'armée, en fait, pour dire voilà, je vais à La Haye et en même temps j'essaye de réformer la Constitution, donc c'est pour avoir pouvoir se positionner par rapport à cette négociation, mais en même temps par rapport au contenu en fait de ces déclarations lors de l'audience, comme elle n'a pas reconnu l'ampleur des massacres et que comme certaines de ces déclarations sont de l'ordre du déni et s'alignent en fait sur la ligne de défense de l'armée, qui est de dire que voilà, c'était une opération de contre-insurrection, et là elle a reconnu une éventuelle disproportion en fait de la réponse de l'armée, tout en indiquant que s'il y avait des crimes de guerre, ils devaient être jugés par l'armée, donc en réfutant la compétence de la justice internationale. Et en cela, c'est s'aligner sur l'armée. Et donc sur les Rohingyas, malheureusement, on constate qu'il y a un fond commun
qui est de celui de ne pas les nommer. Par exemple, à aucun moment elle n'a nommé les Rohingyas lors de cette audience. Donc ça participe du déni en fait de leur existence et donc de ce qui caractérise cette volonté de destruction. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas, on ne les nomme pas, donc ils n'ont pas été nommés. Et sur la question Rohingya précisément, la distinction entre le positionnement des autorités civiles et de l'armée n'est pas faite. Pourquoi ce déni, selon vous? Elle a incarné cette figure d'opposition à la junte birmane, elle a été en résidence surveillée pendant des années, on l'a vu arriver au pouvoir comme le signe, le symbole de l'espoir d'une ouverture de la Birmanie. Est-ce que tous ces espoirs sont en train de retomber? Comment vous expliquez son positionnement à la Cour? Son positionnement à la Cour, quelque part, il est dans la continuité de son positionnement passé, puisque de toute façon, depuis les violences de 2016, elle ne s'est jamais positionnée. Il y a eu un silence coupable. Oui, il y a eu un silence coupable. Ça va au-delà maintenant du silence coupable, puisque les enquêteurs de l'ONU documentent maintenant que ce n'est pas seulement un silence, c'est une caution, et qu'il y a aussi des politiques étatiques qui discriminent et qui persécutent les Rohingyas, qui participent en fait des crimes qui sont commis d'une certaine façon. Pourquoi ce positionnement? On pense qu'elle elle est aussi issue de cette majorité Bamar, et donc certains mettent en cause le fait qu'elle ne soutient pas les Rohingyas. Enfin, elle considère aussi qu'ils sont des étrangers, qu'ils sont des Bengalis, comme ils les nomment, et qui n'ont pas leur place en Birmanie. Et puis il y a cet autre aspect qui est que les défendre électoralement parlant, c'est comme un suicide politique quelque part. Et donc c'est très paradoxal, mais jusqu'où on va aussi en termes de positionnement politique et d'enjeu électoral, de maintien au pouvoir, en fait, de ne pas pouvoir prendre fait et cause pour les Rohingyas, sachant que le fait de garder le silence, ça ne fait qu'aggraver la crise, et que cette crise, si elle n'est pas résolue, en fait, va miner la transition démocratique birmane, et encore pour de nombreuses années. Donc c'est un véritable défi pour la Birmanie. Alors, on a peu de nouvelles des Rohingyas qui sont actuellement en Birmanie. On avait parlé, nous, de ces réfugiés au Bangladesh qui vivaient dans des conditions difficiles, humanitaires très difficiles. On avait évoqué ça avec Caritas notamment. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne sont pas partis, qui sont restés en Birmanie? Quel est leur sort aujourd'hui? Alors leur sort, il est très critique, et c'est précisément aussi le sens de la démarche de la requête de la Gambie, puisque la Gambie indique dans sa requête que les Rohingyas sont exposés à un risque de génocide encore imminent actuellement pour les quelques 600 000 Rohingyas qui restent en Birmanie, et donc demande des mesures provisoires, demande que la Cour internationale de justice prenne des mesures, enfin ordonne des mesures plutôt, que la Birmanie devra mettre en œuvre pour protéger les Rohingyas. Donc leur situation sur place, elle est très critique. C'est dans le rapport aussi des enquêteurs de l'ONU qui caractérise en fait ce risque de génocide. Il faut savoir qu'il y a encore 120 000 Rohingyas qui sont dans des camps en fait, et qui y sont depuis 2012, depuis leur déplacement de 2012. Ils sont dans des camps qui sont des sortes de prisons à ciel ouvert, et ils n'ont aucun droit. Pas de liberté de mouvement, pas d'accès aux soins, pas d'accès à l'éducation, ils ne peuvent pas se déplacer. Et à l'heure même où l'audience se tenait à la Cour internationale de justice, vous avez 95 Rohingyas qui ont été poursuivis en fait en Birmanie, tout simplement pour avoir voulu se déplacer et fuir ces exactions. Et donc les Rohingyas se retrouvent vraiment dans une situation qu'on peut qualifier d'apartheid. En fait, c'est Amnesty International qui emploie ce mot dans un de ses rapports, parce qu'on dit que c'est l'une des minorités les plus persécutées au monde, et effectivement c'est le cas. Ils sont vraiment dans un déni de droit, dans un dénuement, et ça va jusqu'à des privations d'accès à l'aide humanitaire et presque de famine volontaire dans certains camps. Ils sont dans le dénuement le plus total. Donc c'est une situation qui est très dangereuse et qui ne s'améliore pas. Donc on voit bien aussi que les Rohingyas qui sont dans les camps au Bangladesh ne peuvent pas rentrer en Birmanie. À l'heure actuelle, c'est impossible. On a en tête la figure du cardinal Bo, l'archevêque de Rangoon, qui était l'un des seuls qui avait le courage de parler, de défendre les Rohingyas ces dernières années. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce que l'Église reste une voie de défense des Rohingyas? Alors effectivement, le cardinal Bo est une figure en Birmanie qui se distingue par cette prise de position qui est courageuse et qui est rare et qui est nécessaire, puisqu'effectivement il faut sortir du silence. Donc il appelle les responsables religieux des différentes confessions en fait aussi à sortir du silence et à jouer ce rôle pour promouvoir la réconciliation nationale. Donc ça, c'est une parole forte et qui doit être relayée, et heureusement qu'elle est évoquée et portée par lui. Après, il y a une société civile aussi birmane qui tente
de défendre les Rohingyas, mais elle est très minoritaire, puisqu'il faut savoir que la question aussi divise les organisations de défense des droits de l'homme, vraiment quand on parle des Rohingyas. C'est comme si les droits de l'homme n'existaient plus, enfin, ils ne sont plus considérés comme des êtres humains devant être défendus, notamment par des organisations de défense des droits de l'homme. Ça ne se situe pas tous sur la même ligne. Oui, et donc du coup ça c'est très difficile aussi, d'où l'importance de prise de position du cardinal Bo. Alors on va aussi parler des conflits qui touchent les chrétiens, puisque aussi n'y échappe pas, à Myitkyina, dans l'extrême nord du pays, un conflit oppose l'armée gouvernementale aux rebelles Kachin. Ils réclament, eux, plus d'autonomie. Alors ça fait des années que ça dure, des décennies, et ce conflit a provoqué un déplacement de population, avec des dizaines de milliers de chrétiens Kachin qui sont dans des camps de déplacés. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de leur situation? Est-ce que ça reste stationnaire? Est-ce que certains chrétiens ont regagné leur village, leur maison, ou est-ce que ça reste très, très figé? Ça reste quand même très figé. D'abord, il faut voir qu'en termes de conflit, en fait, il y a eu une recrudescence du conflit en 2018, dans l'État Kachin notamment. Et là, en 2019, il y a eu moins de conflits, donc moins de combats, donc peut-être une amélioration à ce niveau-là, mais toute relative, parce qu'il y a eu une trêve de l'armée, mais qui a été plus ou moins respectée, et pas vraiment tout à fait respectée, mais entre décembre 2018 et jusqu'à septembre 2019. Sur la situation, par contre, des déplacés, comme vous le dites, il y a encore plus de 100 000 déplacés dans les États du Nord en Birmanie, et il y a effectivement un programme de fermeture des camps de déplacés qui est mis en place par le gouvernement, mais ce programme en fait n'intègre pas du tout leur réinsertion, leur retour dans leur village et l'après en fait c'est juste une fermeture et donc quelque part ça les précarise presque davantage et certains souhaiteraient rentrer. Il y a 3 camps je crois qui ont fermé comme ça, il y a des retours, il y a un petit peu de retour, mais quand même globalement dans une insécurité totale et les gens aspirent aussi à rentrer dans leur village. À pouvoir rentrer et ne le peuvent pas en grande partie. Ce n'est pas possible. Et puis il y a un autre aspect par rapport aux minorités dans l'État Kachin et notamment chrétiennes, c'est que les enquêteurs de l'ONU, ils ont enquêté donc sur la situation des Rohingyas, mais aussi sur la situation de ces minorités dans les États du Nord et leur dernier rapport, alors soit de septembre 2018 ou celui de septembre 2019, documente en fait tous les crimes, toutes les exactions dont ces minorités continuent d'être les victimes, donc des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des violences sexuelles. Donc une situation qui reste très difficile et même dans les zones de cessez-le-feu, parce que dans les zones de cessez-le-feu, l'armée maintient sa présence et les exactions continuent. Donc c'est une situation quand même très, très difficile jusqu'à présent. Et des minorités qui restent un peu oubliées parce qu'on en parle peu. On a beaucoup parlé des Rohingyas, mais finalement les chrétiens de Birmanie sont un peu passés sous silence. Oui, c'est vrai que la situation est moins médiatisée. Par contre, ce que je trouve intéressant par rapport à la situation des Rohingyas que vous évoquez, c'est qu'il y a une fédération en fait, des minorités persécutées de Birmanie qui s'opère par rapport à la situation des Rohingyas. Donc vous voyez des communautés, sociétés civiles, Shan, Kachin, Karen, de la diaspora, mais aussi dans le pays, en fait, qui soutiennent la demande de justice des Rohingyas. Parce que cette demande de justice, en fait, elle les concerne tous, parce qu'ils sont tous subis à différents niveaux, même s'il y a des spécificités, en fait, dans la volonté de chasser les Rohingyas du pays et de les exterminer. Mais c'est ça qu'il faut peut-être mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'il y a certes des situations qui sont moins médiatisées, mais il y a aussi cette mobilisation et cette fédération des communautés qui devrait d'ailleurs être plus relayée parce qu'à notre sens, cette mobilisation, c'est aussi l'espoir pour une Birmanie démocratique et fédérale de demain, parce qu'ils portent les valeurs des droits de l'homme et la valeur de la justice. Alors pour les dernières minutes de cette interview, dites-nous un peu où en est finalement la Birmanie aujourd'hui après cette ouverture de 2011, cette arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi qui a été entérinée par les élections de 2015. On parlait d'une espérance d'ouverture démocratique. C'est aujourd'hui toujours le cas? On peut se poser la question. Aujourd'hui, on est plutôt à l'heure de la désillusion, même si dès l'arrivée au pouvoir de l'ALND, la spécificité de la Birmanie avec son système institutionnel qui, quelque part, maintient les militaires au pouvoir, a tout de suite été soulignée. Donc les marges de changement, on ne pourrait pas imaginer un changement radical, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est plutôt la désillusion, parce que sur différents fronts, en fait, les choses n'ont pas avancé. On pense au processus de paix, en fait, qui n'avance pas. Et
c'est pas seulement que les choses n'ont pas avancé, mais elles se dégradent. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, par rapport à la répression qui touche les journalistes et la liberté d'expression, que la situation était meilleure sous cet angle, sous le gouvernement précédent, pour vous donner un exemple. Il y a eu effectivement des arrestations de journalistes. Oui, un musellement de la presse, des activistes, des manifestants pour la paix qui se font interpeller. Donc ce sont des indicateurs qui sont vraiment mauvais. Et bien sûr, il y a la crise Rohingya qui vient faire éclater quelque part cette transition démocratique qui commençait tout juste, puisqu'elle n'est pas résolue et elle n'est pas traitée. Et les prises de position qui sont faites, qui sont prises actuellement, ne permettent pas d'espérer en fait une résolution à court ou moyen terme. Et donc il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de cette transition et de la situation du pays. Alors vous étiez en Birmanie tout récemment, en novembre. Quel climat vous avez perçu sur place? Et qu'est-ce que vous avez eu comme écho aussi du terrain? Sur place, en fait, on entend des gens qui ne sont pas alors politisés pour le coup, mais qui vont s'exprimer sur la difficulté du quotidien. Et donc ça, c'est une première chose qui revient sur la situation économique et sociale qui ne s'améliore pas. Et donc une déception par rapport à ça et de très fortes attentes. Après, nous, c'est vrai qu'on est plus en lien avec des activistes et donc avec la société civile qui défend les droits de l'homme. Et donc, ils sont d'autant plus critiques, en fait, de la LND. Mais ils vont vers les prochaines échéances électorales avec beaucoup de désillusions, sachant qu'ils savent, ils disent qu'ils voteront quand même pour la LND parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour le moment, mais sans beaucoup d'espoir que quelque chose puisse changer dans les années à venir. Merci beaucoup Sophie Brondel pour votre écho sur ce qui se passe en Birmanie, pays qu'on suit évidemment avec attention ici sur notre antenne, qu'on va continuer à suivre avec cette perspective des élections d'ici quelques mois. Merci à vous. Et dans l'actu des églises cette semaine, eh bien, vous l'appreniez il n'y a pas si longtemps, Monseigneur Nicolas Lernoux devient le nouvel évêque de Constantine en Algérie. Il succède à Monseigneur Paul Desfarges qui avait été nommé en 2016 archevêque d'Alger. Le siège de Constantine était depuis vacant. Alors c'est une nouvelle mission pour Monseigneur Lernoux, spécialiste des pères de l'Église en Afrique du Nord. Il a passé une vingtaine d'années au service de l'Église tunisienne. En 2004, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Tunis. En 2005, il devient curé de Sousse, Monastir et Mahdia dans le sud du pays. Puis en 2012, vicaire général et curé de Jeanne d'Arc à Tunis. Les origines du christianisme en Tunisie remontent à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Aujourd'hui, la petite communauté de catholiques compte environ 25 000 fidèles, dont une trentaine de prêtres et une centaine de consacrés. Monseigneur Lernoux nous parle de cette église à laquelle il est très attaché. On l'écoute. C'est d'abord une famille qui m'a accueilli il y a de ça 25 ans. Une toute petite famille, mais c'est un thème qui est très cher à l'Église en Afrique, l'Église famille. Depuis le synode que Jean-Paul II avait voulu sur l'Afrique, c'est un thème qui est très très fortement mis en valeur. Et donc, c'est vrai que d'un certain point de vue, nous sommes une minorité, mais le mot est peut-être impropre parce que nous sommes d'abord des petites communautés qui cherchent à vivre en fraternité et en solidarité avec un peuple. La grande nouveauté, et qui est aussi un peu unique dans les pays arabo-musulmans, c'est que la Tunisie, après sa révolution qui a eu lieu en 2011, a décidé, dans sa constitution, la nouvelle constitution de 2014, de coucher noir sur blanc le principe de liberté de conscience. Alors, liberté de conscience, ça veut dire non seulement liberté de culte, mais aussi la possibilité de changer de religion ou bien de ne pas avoir de religion. Je suis toujours très touché lorsque des musulmans qui viennent soit parce qu'ils se posent la question, soit parce qu'ils sont curieux, soit tout simplement parce qu'ils ont envie de parler, viennent frapper à la porte de nos maisons, de la mienne aussi, pour tout simplement trouver une oreille attentive qui va les écouter et qui va essayer de se mettre avec eux, comme dans l'accompagnement spirituel, on pourrait dire, à l'écoute de l'Esprit Saint en eux. C'est sûr que si quelqu'un demande à cheminer dans un sens qui le fait s'écarter de ses racines, de son histoire, à ce moment-là, il peut y avoir toutes les réactions. Il y a des familles dans lesquelles ça se passe bien, avec des personnes qui mettent en pratique très concrète la liberté de conscience, d'autres dans lesquelles, mais je pense aussi que c'est le cas dans tous les autres pays du monde,
d'autres familles dans lesquelles on a du mal à accepter ça. L'Église d'Australie souligne les progrès accomplis dans la lutte contre les abus sexuels. 2 ans après les révélations de milliers de cas de pédophilie dans l'Église australienne, la conférence des évêques d'Australie et la Catholic Religious Australia, qui regroupe des membres de congrégations religieuses australiennes, ont, dans un communiqué commun publié le 15 décembre, réaffirmé leur engagement en faveur de la protection des enfants et des personnes vulnérables. Elles ont aussi souligné des progrès encourageants allant dans le sens des recommandations émises par la Commission royale. Créée en 2013 par le gouvernement australien, cette commission a mené une vaste enquête sur toutes les institutions en contact avec les enfants, parmi lesquelles l'Église. Son rapport publié en 2017 avait révélé que 7% des prêtres australiens avaient fait l'objet d'accusations d'abus sexuels sur des enfants entre 1950 et 2010, sans que les soupçons ne débouchent sur des enquêtes. 4 444 faits de pédophilie avaient été signalés aux autorités de l'Église. Depuis, plusieurs évêques australiens ont été condamnés. D'autres mesures concernant les enfants victimes d'abus doivent être publiées courant 2020. Et pour terminer cette édition, nous souhaitons un bon anniversaire à l'archidiocèse de Parakou au Bénin. Une année jubilaire a marqué les 75 ans de l'évangélisation de Parakou, qui est située dans le nord du pays, évangélisation par la Société des missions africaines. Alors parmi les célébrations de clôture, il y a la bénédiction le 10 janvier prochain du tout nouveau séminaire propédeutique de Ténon-Roux. Il est destiné à préparer les futurs prêtres pour l'évangélisation du monde rural qui caractérise plus de 70% du diocèse de Parakou. Et puis le 12 janvier, une messe de clôture sera célébrée au sanctuaire Notre-Dame de Komiga. Elle sera présidée par le cardinal Onayekan, archevêque émérite d'Abuja, au Nigeria. Il faut savoir que ce sanctuaire est dédié au dialogue interreligieux, en particulier avec les musulmans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2020. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.